Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité du lundi au vendredi. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine, vous le savez. C'est un rendez-vous qui est également accessible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges, Bernard Bouma, Inoussa Ouedraogo. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, mesdames et messieurs. Chose promise, chose due, le point des préparatifs du Hajj 2022 sera au cœur de la présente convocation. La composition et le fonctionnement du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, le cahier de charges des agences de voyage et la subvention accordée par l'État vont constituer en tout cas les grands axes de cette audition. Et à la barre ce matin, nous avons Mamadou Savadogo, secrétaire permanent de suivi des pèlerinages religieux. Bonjour et bienvenue, monsieur Savadogo. Bonjour, président. À vos côtés, nous avons Karidiata Sango Ouedraogo, chef du département du suivi de l'organisation des pèlerinages. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, monsieur le président. L'audition avec les juges, ça se fera juste après les avant-propos. Dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Juge Bouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, président. Ce qui retient notre attention pour cette convocation, c'est toujours au niveau du Conseil supérieur de la communication. J'avais dit qu'il y avait du rififi dans l'air parce que les uns et les autres s'attelaient à pouvoir, comment on appelle ça, dénoncer devant le juge administratif un certain nombre d'irrégularités, dont l'irrégularité de la démission du vice-président Abdoulaziz Bamoro, devenu président du Conseil supérieur de la communication. Mais en réalité, c'est beaucoup plus parce que des injonctions à voter pour l'une ou l'autre candidature qui n'a pas, donc des injonctions qui n'ont pas marché, donc qui a fini par irriter qui de droit avec ce que l'on connaît comme suite de l'évolution de l'affaire aura pour première étape de dénoncer pour que le juge administratif casse le procès verbal qui a acté l'élection du vice-président devenu président, donc du président. La deuxième étape maintenant, c'est reprendre les élections en bonne et due forme, compte tenu des irrégularités qui probablement pourraient être contestées, comme on appelle ça, ou constatées ou pas par le juge du tribunal administratif. Donc, passer ces questions du juge administratif, il faut procéder naturellement à une nouvelle élection. Et si les consignes encore ne sont pas suivies, ce qui est envisagé selon nos informations, c'est d'aller jusqu'à casser totalement le Conseil supérieur de la communication et recommencer à zéro. Donc, de deux choses l'une, où nous voulons la démocratie ou nous ne la voulons pas. Les choses sont simples. Dans le passé, c'est le chef de l'État qui nommait son président et puis tout le monde suivait. À un moment donné, on dit qu'on veut une instance démocratique permettre aux conseillers, aux pairs d'élire leur président. Donc ici, d'une irrégularité, oui, mais quand vous discutez, en réalité, ce n'est pas forcément l'irrégularité, c'est parce que ça n'a pas été, des injonctions n'ont pas été suivies et ceux qui ont donné les injonctions sont fâchés. Parce que même à l'intérieur, il y a des conseillers qui n'ont pas suivi les consignes de leur organisation professionnelle de médias d'origine et le président de cette organisation est même déjà fâché. On a la chance, le juge Ouedraogo fait partie de ceux qui président au niveau des organisations professionnelles des médias. Il y en a qui sont opposés d'ailleurs au message de félicitations que les organisations voulaient sortir pour féliciter le nouveau président, compte tenu de cette situation. Parce qu'il y en a qui sont fâchés et donc c'est ce que nous attendons. Alors qu'en principe, si on veut être démocrate jusqu'à la fin, dès lors que vous choisissez votre représentant, le représentant ne répond plus de vous. Il ne prend pas de consigne de vote, il ne prend pas d'injonction. Donc j'ai dit, où on veut une démocratie à l'intérieur du CSC, où on impose un président ou une présidente, les autres choisissent leurs représentants et puis on va à d'autres occupations. Mais si on choisit de passer par la case démocratie, et il faut faire donc des irrégularités constatées, oui, peut-être, mais la réalité, elle est tout autre. C'est parce que des injonctions n'ont pas été suivies et ceux qui les disent ne s'en cachent pas, ils le disent clairement. D'accord. Merci, juge Bouma, pour ces éclairages. Juge Ouedraogo. Merci bien, président. Moi, je voudrais, dans mon avant-propos du jour, féliciter un Burkinabé qui fait une fois de plus la fierté de notre pays, mais aussi de la diaspora.
Il s'agit du docteur Sawadogo Boukari, qui a été élu meilleur enseignant de son université à New York pour 2022. L'année dernière, on se rappelle qu'il avait reçu un prix. Et cette année encore, il est distingué parmi plusieurs enseignants comme étant le meilleur. C'est des choses qui arrivent rarement. Et les moments de joie sont tellement peu dans ce pays que quand on a ce genre d'occasion, après ce qu'on a connu il y a quelques semaines avec Francis Kéré, c'est toujours bien de le mentionner et de féliciter ces acteurs-là qui, dans l'ombre, sont des ambassadeurs du Burkina. Donc ce matin, je voudrais féliciter Dr Sawadogo Boukari et souhaiter aussi du courage à ceux qui sont dans l'ombre mais qui continuent de faire la fierté du Burkina Faso. Nous sommes de cœur avec eux, notamment ceux de la diaspora. Ce n'est pas toujours évident de s'imposer dans ces pays-là quand on connaît les exigences de performance, les exigences de qualité et qu'on voit que nos compatriotes arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est toujours bien de les féliciter et de les encourager à porter haut le nom de ce pays-là. Félicitations à Dr Sawadogo. Merci pour ce coup de cœur, juge Ouedraogo. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais à l'entame de cette émission, à la barre ce matin, nous avons Mamadou Sawadogo, secrétaire permanent de suivi des pèlerinages religieux, et Karidiata Sango Ouedraogo, chef de département de suivi de l'organisation des pèlerinages. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Je l'ai dit, nous allons parler de l'organisation du Hajj 2022. Nous sommes à jour J-11 du premier départ pour ce qui est du contingent burkinabé. Déjà, Madame Sango, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt au côté organisationnel? Comme on a l'habitude de dire, les petits plans ont été mis dans les grands pour que tout se déroule bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur vos plateaux. Concernant l'organisation du Hajj, certainement qu'il y a eu des difficultés au début parce que le Hajj, l'annonce même pour la reprise du Hajj est venue à un moment un peu tardif et il fallait encore aussi peut-être repartir au niveau... on attendait la signature de la convention. C'est toute chose qui a mis quand même du temps, puisque la convention cette année, à cause de la Covid, n'a pas eu lieu. On a fait ça de façon électronique bien après. Et donc, il fallait une mission en Arabie Saoudite pour pouvoir avoir les coûts des différentes prestations. Et c'est la semaine passée que la délégation a pu effectuer le déplacement et ils sont arrivés avec les coûts, il fallait les planifier et puis maintenant pouvoir communiquer à l'ensemble des citoyens burkinabés. Donc l'organisation n'a pas suivi le cours normal comme les années précédentes, mais à l'heure actuelle on n'est pas en retard, on est dans le mouvement. Et vraiment, le processus continue normalement. D'accord. Alors, Monsieur Sawadogo, on l'a dit, c'est une reprise, puisque cela fait maintenant 2 ans que les pèlerins, sinon les Burkinabés, n'ont pas pu justement accomplir le 5e pilier de l'islam. Cette année, on a un contingent de 3686 pèlerins. En tout cas, c'est le quota qui a été accordé au Burkina Faso. Parlant de ce quota-là, comment il est fixé et quels sont les critères? Est-ce que c'est le Burkina qui fait une prétention? Est-ce que c'est le pays d'accueil, l'Arabie Saoudite, qui fixe le quota et selon quels critères? Alors, merci Président. Il faut dire que la fixation du quota relève de la responsabilité de la République d'Arabie Saoudite. Alors, si vous le dites si bien, quand on regarde l'édition 2019, on était à plus de 4000. On était à plus de 8000, voilà, 8000 pèlerins. Alors, cette année, en raison des effets de la pandémie du coronavirus, et bien sûr en raison d'autres facteurs qui ont influencé le cours normal des choses au plan mondial, et même donc naturellement avec effet en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a décidé de réduire ce quota. Et là, c'est au niveau
international, c'est-à-dire que ça concerne tous les pays, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, pratiquement de plus de 50%. Alors, c'est bien que de plus de 8000 pèlerins, nous nous retrouvons avec 3686 pèlerins comme étant en fait le quota du Burkina Faso. Alors, ce quota, naturellement, ne nous satisfait pas parce que vous voyez qu'en 2019, il y a eu le pèlerinage, en 2020, il n'y en a pas eu. Alors qu'il y a des inscrits de 2020 et même de 2021, il y en a quand même qui s'inscrivaient en espérant qu'il y aurait reprise. Donc, quand on ajoute les inscrits de 2020 aux inscrits éventuels de 2021, et avec naturellement ce que nous avons présentement, alors nous avons en tout cas un poids lourd. Nous sommes toujours dans les pourparlers en espérant que nous aurons une oreille attentive de la part des autorités chargées du Hadj. Bon, mais rien n'est si sûr. Mais il faut toujours espérer. Autrement dit, ça ne va pas être facile de gérer l'ensemble de ceux qui souhaitent aller pour ce pèlerinage au regard du quota qui nous a été accordé. D'accord. Juge Bourma. C'était d'ailleurs ma question, parce qu'il y avait effectivement un contingent qui n'a pas pu bouger à cause de la maladie à coronavirus. Est-ce que sur les inscriptions, ces personnes sont prioritaires ou bien on a remis les pendules à l'heure? Alors, naturellement, bon, ces personnes sont prioritaires. C'est-à-dire que dans l'approche, on a voulu quand même avoir une certaine forme de justice et d'équité. Ça veut dire que si des gens se sont inscrits en 2020 qui n'ont pas pu bouger, alors s'il y a reprise, ces personnes sont prioritaires. Donc parmi les critères d'inscription des futurs candidats, qui sont déjà candidats du reste pour les Hadj, les inscrits de 2020 sont prioritaires. Et ensuite, suivent les inscriptions qui suivent, les personnes inscrites sur les listes certainement pour 2022. C'est ça. Bon, il faut dire aussi qu'un des critères aussi qui va nécessairement impacter, c'est que l'âge est limité à moins de 65 ans. Alors, à moins de 65 ans, pour des gens qui sont inscrits en 2019 dans l'intention d'effectuer le Hadj, avec une suspension de 2 ans, malgré votre bonne intention, si vous êtes frappé, le critère s'applique à vous. Donc du coup, c'est un certain nombre de désagréments qui, naturellement, pour quelqu'un qui s'était déjà... Vous savez, les questions de foi, c'est des questions assez délicates. Et donc pour quelqu'un qui s'est déjà mis dans la tête que je pars et puis maintenant il y a des critères qui l'écartent, bon, ce n'est pas simple, mais bon, ce sont les règles du pays organisateur et du pays qui accueille, on fait avec. Mais cela n'empêche pas qu'on poursuit dans les négociations. Voilà. Juge Ouedraogo. Alors merci. On sait que vous avez fixé le prix du Hadj cette année à un peu plus de 3 millions 47 000 si j'ai bonne mémoire. Comment se fait justement, quelles sont les modalités de fixation de ces prix-là? Ok, merci monsieur le juge. Le coût du Hadj constitue un certain nombre d'éléments. On a le coût du billet d'avion qui s'élève à 1 million, à plus d'1 million, la prestation des agences de voyage et la prestation des autorités saoudiennes. Et là-bas, il y a la Mouassassa. La Mouassassa, ça veut dire il y a l'hébergement, non pas l'hébergement, la nourriture, le transport et toutes les autres. Cette année, il y a l'assurance, il y a le visa, le paquet Arafat. Donc c'est tout cet ensemble-là qui donne le coût du Hadj. Tantôt j'ai dit, pour avoir par exemple la prestation des autorités saoudiennes, il faut peut-être à la signature de la convention que les agences de voyage qui peut-être que nous avons ça. Et cette année, comme il n'y a pas eu comme on appelle signature de convention comme ça, et que ça a été signé à partir de la plateforme de façon électronique, et c'est tout récent que la mission a pu effectuer ce voyage pour avoir ces différents coûts-là. Et donc, c'est tous ces coûts-là, une fois parvenus au niveau du comité national, on essaie de la stabiliser et maintenant donner le coût officiel à l'ensemble du public. Alors, on sait que les gens se sont inscrits en 2020, ils n'ont pas pu participer. Est-ce qu'en 2020, ils avaient déjà payé? Bon, payer ça, c'est au niveau des organisateurs que sont les agences de voyage. Ça veut dire, bon, eux, ils ont leur mode de recrutement.
voilà, que l'administration, puisque c'est eux les organisateurs, l'administration ne connaît pas. Mais certainement ensuite, tu viens vers eux pour mettre ton intention de partir. Il y a certaines sommes que tu vas débourser. Maintenant, effectivement, il y a eu des inscrits et il y a eu des sommes qui ont été versées à leur niveau. Il y a eu des inscrits. Voilà pourquoi on dit de prioriser ceux qui sont venus en 2020. Voilà, puisqu'ils ont déjà déposé et débloqué de l'argent à leur niveau. Tout à fait. Si je pose la question, c'est parce qu'eux avaient déjà payé et cette année, le prix a augmenté. Ça dit qu'ils viennent compléter ou comment ça va se passer concrètement? Ils viendront compléter le reliquat, simplement. Voilà, si j'avais eu à déposer 2 millions, parce que le recrutement, c'est les agences de voyage, ils commencent peut-être c'est N plus N moins 1. Par exemple, cette année, en 2000, eux, ils commencent tout leur recrutement. En 2023, par exemple, après le retour du Hajj, ils vont commencer le recrutement sous la base du coût de l'année peut-être passée. Bon, comme on connaît le mode opératoire, c'est-à-dire que d'autres financent de façon temporelle un peu jusqu'à obtenir la somme qu'il leur faut. Ça a été, c'est leur mode de recrutement à eux. Mais bon, ce qu'on retient ici, c'est que si tu avais déjà versé 2 millions, ils viendront. Aujourd'hui, nous sommes à 3 47 000. Il y a un reliquat de 1 47 000 qu'il faut déverser au niveau des agences de voyage. Et bon, je crois que l'ensemble des candidats pèlerins comprennent ça et ils le savent très bien. D'accord. Alors, le nombre d'agences de voyage retenues, en tout cas pour accompagner les pèlerins, est connu. On parle de 121 agents, je crois. Le quota également est connu. Alors, comment c'est fait? Est-ce que par agence, il y a un nombre qui est fixé ou chaque agence, selon ses compétences, selon justement son dynamisme sur le terrain, recrute comme elle peut? Est-ce qu'il y a des quotas qui sont fixés? Parce que c'est un domaine concurrentiel. Comment tout cela est organisé? Merci, Président. Alors, l'organisation du Hajj implique plusieurs acteurs, et j'allais dire plusieurs groupes d'acteurs. Il y a la fêtière qui a ses représentants qui réfléchissent avec nous dans un comité de suivi de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Il y a les agences qui sont chargés du recrutement et de l'organisation et qui, même pour l'hébergement et certaines facilités au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est le rôle des agences. Naturellement, l'État joue son rôle régalien de supervision pour s'assurer que tout se passe bien. Parce que vous permettez, vous ne l'avez pas posé la question, peut-être que ça viendra, mais vous permettez de le dire dès à présent, parce que le Hajj, c'est quelque chose qui se traite d'État à État. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'État du Burkina Faso. C'est bien que les exigences sont telles qu'au niveau de l'Arabie Saoudite, il faut que l'État s'implique pour s'assurer que tout se passe bien. Parce que si tout ne se passe pas bien, c'est l'État. Alors pour revenir à votre question concernant justement les agences, elles sont au nombre de 121 et regroupées en 5, j'allais dire en 5 grands regroupements. Je me répète, mais c'est ça, en 5 grands regroupements. Et les pourparlers se mènent pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour que tout se passe bien. Mais maintenant, les modes de recrutement, ça c'est à l'interne, à l'intérieur même, une organisation interne aux agences. Et il y a un certain nombre d'agences qui sont dites anciennes et il y a d'autres qui sont peut-être nées même après 2019. Alors, il y a quand même une fixation de quotas, mais ça c'est à l'interne, ça c'est vraiment géré à l'interne. Quand il n'y a pas de difficulté, nous on s'assure que tout se passe bien. Je vais peut-être demander à ma collègue de compléter si elle a des éléments par rapport à cette question sur les agences. Merci SP. Ça veut dire le mode de recrutement des agents de voyage, je veux dire, vous dites, effectivement, en temps normal, ça veut dire que dès que le quota est fixé, et les agences recrutent par concurrence du quota, jusqu'à épuisement du quota. Mais c'est plafonné à 800 pèlerins à ne pas dépasser, en temps normal, selon les cahiers des charges. Mais cette année, compte tenu, on se rappelle qu'en 2019, après le Hajj, le Conseil des ministres avait prolongé le mandat des agences de voyage et du Comité national du suivi des pèlerinages. Donc, il y en était au nombre de 72 agences. Donc, ces 72 agences ont eu à recruter les pèlerins de 2020. Malheureusement, c'est en juin que nous avons eu l'information qu'il n'y a pas de Hajj. Mais en ce moment, en juin, on était peut-être à 1 mois des premiers vols. Donc, certainement,
ils ont des pèlerins. Même si nous, on n'avait pas eu à communiquer le prix compte tenu de la pandémie, il y avait un passif qui est là. Donc, en 2021, bon, il n'y a pas eu de recrutement. En 2022, le mandat bien qu'il n'y a pas eu âge, mais le mandat quand même de ces agents, puisque c'est chaque 2 éditions que nous recrutons, le mandat est arrivé à terme, il fallait lancer un autre recrutement. Donc, on a lancé le recrutement, on a eu de nouvelles agences. Donc, les agents de voyage à l'époque avaient attiré notre attention sur le passif qu'eux, ils avaient, et que si on recrutait, ça allait créer un problème, parce qu'eux, ils ont un passif qu'ils doivent épurer. Donc, ils ont approché l'administration, et de commun accord, on s'est assis en concertation, on a dit, bon d'accord, on vous donne de 97% du quota qu'on va nous donner, bien qu'on ne le savait pas, et les agences nouvellement recrutées, eux, ils auront 7% du quota à venir. Et donc, la gestion maintenant de ce partage-là est à l'interne, ça incombe maintenant aux agences de voyage. Vous savez, le quota étant de 3686 pèlerins, les anciennes agences, c'est-à-dire que les 72 agences de 2019 se partagent le quota ils se partagent 93% du quota. Et les autres, les 7% des 386 revient aux nouvelles agences recrutées. D'accord. Donc c'est vraiment à l'interne. D'accord. Alors, moi, la question que beaucoup de Burkinabés aussi se posent, c'est par rapport au comité de suivi du pèlerinage. Il y a 17 membres. Sur les 17, il y a 11 qui représentent les structures de l'État, 6 qui représentent la FAIB. Bon, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est le ministère, ce sont les ministères qui s'impliquent dans cette démarche qui est avant tout une démarche religieuse? C'est une question qui nous revient régulièrement, même dans les émissions interactives. Donc moi, je vous la pose. Merci. C'est en tout cas une question nodale et elle mérite d'être posée. Mais je vais en donner quelques éléments de réponse. Et naturellement, si nous sommes là à deux, c'est pour que, en tout cas, on crée les possibilités d'enrichir cette émission de sorte que ceux qui nous écoutent aient le maximum d'informations. Alors, pourquoi l'implication de l'État? Je vous ai dit tantôt, je disais même qu'avant qu'on ne me pose, j'ai déjà répondu en partie à cette question avant qu'on me la pose. L'obligation faite à l'État burkinabé de traiter d'État à État avec l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'organisation du Hajj. Cette obligation est telle qu'il y a une convention qui est signée, Madame en a parlé tantôt, entre l'État burkinabé et la République d'Arabie Saoudite. L'implication de l'État, les 6 membres de la FAIB, naturellement, sont de la fêtière. Alors, au regard de l'implication de tous les acteurs, vous avez la santé, vous avez les transports, vous avez la communication, vous avez la sécurité. Et peut-être que Madame en complétera quand elle prendra la parole. Ça veut dire que dans ce comité, il faut qu'au niveau de chaque ministère, il y ait au moins 1 ou 2 représentants pour être sûr que, vous avez parlé de petits plats dans les grands plats, que tous les petits plats seront bien mis dans les grands plats. La santé, il faut nécessairement qu'il y ait une équipe assez conséquente qui va prendre les dispositions pour l'accompagnement sanitaire des pèlerins en Arabie Saoudite. C'est ce qui justifie jusqu'à présent qu'il y ait cette impression que l'État a une forte représentation. Ce n'est pas une impression, l'État a une forte d'accord, merci juge. Merci juge Bougouma. Il y a même le ministère de la culture et du tourisme. La preuve, ce matin, on a des techniciens du ministère, en lieu et place des représentants des associations islamiques. Oui, il y a même le ministère de la culture et du tourisme. Oui, mais Président, si vous avez des représentants du ministère ici, c'est vous qui les avez invités. Je suis persuadé que si vous avez, quand vous aurez besoin d'informations précises de la part de la FAIB, je suis sûr que vous les inviterez. Mais maintenant, voilà. C'est même présidé par le ministre. Voilà une information intéressante. C'est supervisé par le ministre ou la présidence. Monsieur Juge Bougouma, qu'est-ce qui est présidé par le ministre? Non, quand vous dites que oui. Il dit la preuve que vous êtes là. Oui. Quand nous aurons besoin de la FAIB, on va inviter. Mais en attendant, comme c'est logé au ministère, oui. L'arrêté dit que le superviseur, c'est le ministre en charge du culte. La présidence est assurée par ceux de la FAIB. C'est ce que l'arrêté dit. Donc c'est pourquoi il y a une nuance. Oui. Le superviseur et présider, ça fait deux. Oui. Le ministre n'est pas le
le ministre n'est pas le président du comité. Non, j'ai dit supervisé. Je me suis trompé quand j'ai dit d'accord, superviseur. d'accord. J'ai l'arrêté devant moi. Je me suis trompé. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Non, je discute. C'est le mot. Voilà. Si vous vous êtes trompé, donc c'est supervision, mais pas présidence. D'accord. Ok. Voilà. Bon, donc, on prend note, et tout à fait, ce que vous dites, c'est exact. Mais ce que je vous dis est que nous sommes actuellement... Vous savez, le ministère, il est créé tout de suite en 2022. Je crois que c'est en mars. Donc, un ministère qui est venu trouver un existant et qui doit travailler à améliorer l'existant. Et nous avons actuellement en perspective la relecture des différents textes qui encadrent l'organisation du Hajj. Ça veut dire que l'ensemble des préoccupations qui seront soulevées ici, nous allons les prendre en compte. Et lorsque les différentes parties prenantes concernées par la relecture, justement des textes, seront conviées à la réflexion pour voir qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde, tout ça là, ça sera intégré. Ce que vous dites, nous sommes tout à fait d'accord. Mais maintenant, si à un moment donné, il y a eu cette nécessité de forte implication de l'État, bon, certainement qu'il doit avoir des raisons. Je passe la parole à Bakole, qui va certainement avoir d'autres éléments pour enrichir. Madame Sango, vous avez la parole. Non, bon, c'est ce que SP a dit. Moi, je dirais que l'implication de l'État, maintenant, ici, on parle de la forte implication. Voilà, l'implication de l'État, comme il a dit, c'est lié aussi aux exigences de l'Arabie Saoudite, qui demande à ce que, parce que comme le SP l'a dit, l'Arabie Saoudite signe et traite d'État en État. Il est vraiment regardant sur la matière. Donc, c'est ce qui appelle l'État un peu à être peut-être superviseur. Parce que quand il y a un problème d'organisation au niveau de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite ne reconnaît ni pèlerin ni agence. C'est directement l'État qu'on écrit à travers l'ambassade qui est là-bas. Moi, j'explique ici la présence de l'État dans l'organisation du Hajj. Maintenant, la représentation au niveau du comité reste maintenant un autre débat. Voilà. Effectivement, si c'est 11 représentants, c'est par rapport aussi à tout ce qui est comme activité dans l'organisation du Hajj qu'on a peut-être, que bon, je ne sais pas l'arrêté, je suis venu trouver l'arrêté, mais ça a été quand même inspiré par rapport quand même aux différentes étapes d'organisation du Hajj. Par exemple, en Arabie Saoudite, au sein du comité, il faut un arabophone. Puisque arrivé là-bas, l'équipe comité, si vous ne comprenez pas arabe, en Arabie Saoudite, c'est soit anglais, soit français. Il faut briser la barrière de la langue. Il faut briser la barrière de la langue. Donc, au niveau des affaires étrangères, il faut un arabophone. Et puis, bon, il y a 2 représentants des gens là-bas, dont un arabophone qui puisse quand même nous canaliser, comprendre la langue et nous traduire lors des différentes missions là-bas. Le ministère de la Culture est représenté parce que les agences de voyage, pour pouvoir être recrutées, il faut nous envoyer une licence d'agence de voyage et de tourisme délivrée par le ministère du Tourisme. Et puis bon, peut-être c'est pour contrôler un peu toutes ces choses, contrôler un peu que le ministère du Tourisme s'est retrouvé peut-être au sein du comité. Le ministère de la Santé, comme il a dit, c'est la même chose. Quand on part au pèlerinage, on va avec des agents de santé recrutés par l'État. Donc en ce moment, pour faciliter, l'organisation, qu'au moins à notre sein, il nous faut un représentant de la CLT qui sert d'interface entre le ministère et le comité. Et ainsi, la communication. C'est le premier volet quand même d'une institution. Donc au niveau de la communication, on a un représentant de la communication, voilà, qui au moment peut-être au niveau que vous voyez les conférences de presse et autres, voilà, pour faciliter encore ce niveau-là. Donc c'est tout cet ensemble-là qui explique la forte l'implication de l'État. Avant que vous permettez, oui. Alors c'est juste pour donner la précision que le comité est présidé par la FAIB. C'est le représentant de la FAIB qui est le président du comité. Voilà, donc la présence de l'État, c'est comme on a déjà expliqué, c'est vraiment s'assurer que tout se passe bien. C'est tout. D'accord. Alors, le juge Ouedraogo a tantôt évoqué en tout cas la question du coût du Hajj, ce qui revient aux pèlerins. Alors, l'information a été donnée lors du point de presse. L'État, cette année, va subventionner à hauteur de 800 millions de francs CFA. Cela représente autour de 217 000 francs
par pèlerin que cela va coûter. Oui. Alors, cette subvention-là, est-ce que c'est une innovation du Hajj 2022 où elle a toujours existé, parce que cela a soulevé, vous le savez, une polémique. Ce qui devait constituer une bonne nouvelle aujourd'hui soulève beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup Tout à fait, oui. Est-ce que c'est une innovation de cette année ou ça a toujours existé? Alors, je crois que nous arrivons à la question nodale. Et c'est une question qui nécessite que nous donnions suffisamment d'explications pour montrer comment nous y sommes arrivés. Alors donc, du coup, ce n'est pas une innovation. La question de la subvention existe depuis pratiquement 2012. Ma collègue va apporter des précisions si, voilà. Au commencement, c'est un peu les fêtières qui soumettent des doléances en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Alors, l'État, à un certain moment, naturellement, prête une oreille attentive à ces préoccupations qui sont évoquées par les leaders de ces différentes fêtières, les ministres du culte. Alors, vous comprenez bien que lorsqu'un ministre du culte vous soumet une doléance, bon, quelle que soit la confession religieuse concernée, on mène beaucoup la réflexion. Mais maintenant, donc, du coup, ce n'est pas une innovation. Alors, cette année particulièrement, il y a eu un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées par les premiers responsables de la fêtière. Naturellement, lorsque des responsables de fêtières, des leaders viennent échanger avec vous pour voir dans quelles conditions on peut améliorer le Hajj 2022. Entre autres, vous savez tous qu'avec la cherté de la vie, les choses, pas seulement au Burkina, les coûts ont augmenté, parfois même multiplié par beaucoup. Au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a eu une augmentation de la TVA qui passe de 5 à 15%. Ça veut dire que les prestations qu'on appelle prestations saoudiennes, qui tournaient autour de 200 000 dans les années 2019 et avant, sont aujourd'hui à 1 million et plus. Ceux qui sont inscrits en 2020 qui n'ont pas pu partir, le coût ne dépassait pas les 2 300 000 si je ne m'abuse. Alors aujourd'hui, on se retrouve à un coût de 3 millions 47 000 francs. Même 47 000, c'est après justement la subvention. Sinon, c'était 3 543 000. Alors, lorsqu'on vous pose ça comme préoccupation et que vous sentez la nécessité, en tout cas, de prêter une oreille attentive et de voir ce qu'on peut faire, nous sommes tous conscients de la situation difficile que nous tous nous vivons. Mais ce qui est en cours, vous nous comprendrez aussi, est que ce qui est en cours, vous ne pouvez pas venir d'un coup balayer ça du revers là. Mais il y a une réflexion qui doit être en cours pour voir comment on va faire. C'est pour cela que nous avons dit tantôt qu'il y a un comité qui est mis en place pour réfléchir dans le sens de la relecture des dispositions qui étaient mises en place pour accompagner le Hajj. Donc, pour répondre, ma collègue va vous ajouter, ce n'est pas une innovation, mais les raisons évoquées sont telles que nous avons prêté une oreille attentive. On aurait pu. En temps normal, ça n'aurait pas été... En 2019, c'était 1 milliard 100 millions. Mais en 2000... Subvention, oui, en 2019. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une innovation. C'était, je disais, 1 milliard 100 millions. Alors, mais si les choses se passent bien, on ne recule pas, on avance. Pourquoi on s'est limité à 800 millions? C'est vrai. Tout ce qu'on en dit, nous en prenons acte. Ça fait partie aussi de la nécessité des échanges. La redevabilité, c'est ça. Quand vous faites, vous posez des actes et puis vous vous rendez compte, ce n'est pas nécessairement pour qu'on vous jette des fleurs. C'est pour aussi voir qu'est-ce qui a marché et là où on peut proposer que vous fassiez quelque chose pour améliorer. Je passe la parole à madame parce que la question est assez importante, il faut qu'on vous donne suffisamment d'informations. D'accord, madame Sangou. Alors peut-être une question, cela vous permettra de prendre cela en compte dans vos réponses. Comment cela est matérialisé, cette subvention? Est-ce que c'est une enveloppe qui est remise à chaque pèlerin? Est-ce que les 800 millions sont reversés dans les caisses des associations islamiques? Concrètement, comment c'est fait? Ou bien tout est imputé sur le billet d'avion et finalement c'est le coût général qui est pris en compte. Comment cela est fait? Ok, merci Monsieur le Président. Bon, je vais d'abord répondre à cette question. Et la subvention telle qu'elle est accordée, elle est reversée au niveau du compte des comités. Et préalablement, les acteurs concernés discutent de la rubrique à prendre.
Généralement, c'est au niveau de la nourriture, que cette subvention est souvent affectée. Et cette année, en concertation avec tous les acteurs FAIB, agences de voyage et comités, nous l'avons logé au niveau de la Mouassassa, afin de permettre à tous les pèlerins d'être bénéficiaires. Et cette enveloppe-là, elle ne va pas dans le compte de quelqu'un d'autre, c'est le compte du comité. Et c'est au comité de payer les prestations à travers maintenant aux acteurs concernés, qui sont peut-être les agences de voyage. Ça veut dire ce coût, puisque c'est déjà défalqué du coût initial, cette somme sera reversée à qui des droits? Aux agences de voyage, puisque c'est eux qui vont transmettre ça au niveau de la Mouassassa. D'accord. Voilà. Juge Ouedraogo. Alors, quand le pèlerin paye ses 3 47 000 pour aller à la Mecque, et ça dit qu'il ne sait pas que dans les 3 47 000 là, sa nourriture ne fait pas partie, puisque vous dites que ça va servir notamment à la restauration sur place là-bas. Mais est-ce que le pèlerin qui paye ces 3 47 000 là, la restauration n'est pas prise en compte déjà? Oui, la restauration n'est pas en temps normal. C'est le paquetage Mina Arafat qui est pris en charge par le pèlerin en temps normal, qui est de 67 000 francs et qui est dans le paquetage. Maintenant, souvent, comme ça, c'est pas qu'il ne le sait pas, mais comme il y a une subvention qui est venue et qu'il fallait trouver une rubrique pour le mettre, voilà pourquoi nous l'avons peut-être affecté là-bas. Sinon, ce n'est pas que le pèlerin ne sait pas. Même si on avait le coût à 3 500 000, celui qui pouvait partir, il allait partir. Mais c'est pour dire qu'il y a une subvention, parce que la question qu'il a posée, il y a une subvention qui a été accordée, c'est où nous la mettons. C'est de ça que je dis non, il y a une rubrique. Généralement, comme ce que j'avais dit au départ, il y a le billet. Soit on l'affecte au niveau des billets d'avion, soit on l'affecte au niveau de la Mouassassa, soit on l'affecte au niveau de la prestation des agences de voyage pour que tout et chacun soit bénéficiaire. Maintenant, si vous comprenez, si on a regardé, si on l'affectait au niveau du billet, il y a des gens il y a des pèlerins qui vont en vol régulier. Comment on allait faire, on allait arbitrer ça? Donc on dit le mieux, c'est de le loger au niveau de la Mouassassa pour faire plus simple. Maintenant, ce que je veux dire au niveau de la nourriture, pourquoi on l'a logé là-bas? On revient un peu à l'historique de la subvention. En 2013, le problème de la subvention est né un peu 2012-2013. Bon, je vais partir à partir de 2013. 2012. Bon, 2012, il y avait eu des problèmes d'organisation. À l'époque, l'Arabie Saoudite a adressé une correspondance à l'État burkinabé pour des impayés. Ouais, qui s'élevait à près de 100 millions. 143 millions et quelques. Il fallait payer, puisque l'État a une obligation morale en ce moment. Donc c'est de là qu'est partie la subvention. Et qui, les 143 millions là, étaient dus à qui? Bon, à l'organisation générale. Ça veut dire que le pèlerin n'a rien à voir. Non, le pèlerin n'a rien à voir. La communauté musulmane a-t-elle quelque chose à voir dans ça? La communauté musulmane n'a pas quelque chose à voir. En ce temps, l'État était dans l'organisation? Oui, l'État était dans l'organisation en 2012. L'État était toujours dans l'organisation en 2012. Donc, le problème est survenu, ce que je sais, et qu'il y a une correspondance. Bon, nous, c'est partie des archives qu'on parle, puisqu'en 2012, on n'était pas. Et il y a eu une correspondance où l'État devait payer le tout de 143. Et ça aussi, ça s'explique. C'est-à-dire, à l'époque, on avait 4 500 000, un quota de 4 500 000. Tout à fait. Et comme on le dit, le paquetage Mina Arafat n'était pas obligatoire. La nourriture, ce n'était pas obligatoire. Donc les pèlerins n'avaient pas cette information. Peut-être aussi au niveau des organisateurs, puisque c'était facultatif. Donc ils ont fait l'option de facultatif pour partir. Arrivé là-bas, on se trouve que c'est une obligation. Donc les agents de voyage devaient collecter auprès des pèlerins cette somme-là pour pouvoir repousser. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir toute la somme. Et en plus de ça, c'est-à-dire au niveau de la période Mina Arafat, on a nos compatriotes de l'Arabie Saoudite qui viennent sous nos tentes. On a les étudiants,
on a les clandestins, on a ceux qui sont partis à Oumra et qui profitent qui viennent au niveau. Donc à ce niveau, ce n'était pas contrôlé. Donc ils viennent foufoutants. Le fournisseur, vous donnez un quota de 4500. Et après, lui se trouve avec un quota de 5500. Je crois que c'est à partir de ça, même qu'à depuis 2014, on nous a donné le quota de 5500. Donc c'est cette responsabilité que l'État devait supporter. Donc c'est pour dire, la subvention est née des difficultés d'organisation. D'accord. Oui, on va laisser juge Ouedraogo préciser à la fin. Je veux plus de précisions sur les 800 millions. La polémique est née du fait qu'on a dit qu'on donne 800 millions à la communauté musulmane pour l'organisation du Hajj. Et dans l'espace public, le débat était que la question religieuse est une question personnelle. Tout à fait. Pourquoi l'État burkinabé met les 800 millions? C'était ça la polémique pour la communauté musulmane. Oui. Est-ce que votre ministère organise également le Hajj, le pèlerinage religieux pour d'autres communautés? Et je voulais plus de précisions sur les 800 millions parce que l'explication de Mme Sango ne m'a pas convaincu sur comment est injecté les 800 millions-là dans l'organisation du Hajj. Et est-ce que le pèlerin au départ est au courant que vous mettez 800 millions? Alors si vous dites que l'explication de ma collègue ne vous a pas convaincu, je vais ajouter quelque chose. Alors, est-ce que ça va vous convaincre? Je ne suis pas si sûr. Alors, la subvention de 800 millions, l'État a subventionné la fêtière avec les différentes organisations impliquées et tous les acteurs du reste se sont concertés. Voici ce que l'État a donné comme subvention, a octroyé comme subvention. On met ça où? Ma collègue a expliqué. Dans les billets d'avion, il y en a qui vont en vol régulier, il y en a qui vont en charter. À ce moment, c'est seulement les vols charter ceux qui prennent les vols charter qui vont en bénéficier. On met ça dans des agents. Non, ça c'est un peu le commun. On ne peut pas mettre ça dans les agents. Par contre, on peut mettre ça dans volet alimentation où tout le monde, que vous partiez en vol charter ou en vol régulier, vous êtes bénéficiaire de ces prestations Mouassassa. C'est ce qui justifie. Ce sont je vous ai dit que l'État joue un rôle de supervision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où c'est accordé, ce sont les fêtiers qui se concertent et qui voient, la fêtière avec les différents acteurs impliqués qui se concertent, qui voient là où on met ça. C'est tout ce que voilà ce qui justifie qu'on a mis ça sur le compte. Ça a été appliqué à l'alimentation Médine et Mecque. Il y avait un autre volet, si vous pouvez me rappeler l'autre volet de votre question. L'autre volet de la question. Les autres confessions, vous permettrez. Les autres confessions, jusqu'à présent, non. Si c'est ça, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que je vous ai dit, on vous a donné l'historique. Si une confession religieuse autre avait aussi, à un moment donné, introduit une requête, on vous aurait dit, en 2014, cette confession religieuse, en dehors de la fédération des associations islamiques, a introduit une requête. Nous participons, comme en termes de supervision, à l'organisation et parce qu'ils nous mettent au courant de la période, qu'est-ce que l'État peut faire dans le cadre de l'accompagnement, mais pas dans le cadre de subvention. C'est l'accompagnement vraiment administratif, parce que l'État doit avoir la supervision d'ensemble. Alors, donc, sur ce côté, on dira non. Mais, si d'aventure nous recevions une requête de quelques organisations, de quelques fêtières religieuses que ce soit, dans ce sens, l'État examinera, nos structures habilitées examineront et puis aviseront. Ce que je peux ajouter, c'est que ici, nous sommes en train de parler de subvention du Hajj. Mais même les autres confessions religieuses dont vous parlez, il y a une forme de subvention, mais pas nécessairement du Hajj. Vous savez quand même, l'État apporte une forme de subvention aux différentes confessions religieuses dans l'organisation de leurs activités. Et parfois, dans le cadre du partenariat, si on prend l'éducation par exemple, vous savez qu'il y a quand même une forme de convention entre l'État et certains établissements confessionnels. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, votre question, on la comprend. Mais la réponse que nous pouvons donner aussi, c'est ça. Madame Sang, si vous permettez. Oui, c'est un ensemble. Comme on dit, bon, c'est vrai qu'on ne perçoit pas, ce n'est pas la nourriture simplement qui va faire les 217 000. Mais nous avons dit la prestation de la Mouassassa s'élève à 1 150
1 51 000, je crois. Oui. Voilà, 1 51 600 francs. Donc, ça veut dire, nous, on rentre dans cet ensemble de 1 51 000 et on retire les 217 c'est-à-dire que du montant de ce que le pèlerin devait verser. C'est d'un l'un l'autre, même s'il n'est pas affecté totalement à la nourriture. Il y a par exemple le visa qui est instauré à cette année, qui était gratuit, qui est devenu à 54 000. Il y a l'assurance maladie qui est instaurée à 19 000 et quelques. C'est-à-dire, de l'ensemble, ça prend en compte peut-être tout cet ensemble-là dans un ensemble. Mais de toute façon, c'est dit, c'est pas voler simplement nourriture, parce que voler nourriture, ça vaut pas 200 et quelques mille francs au niveau de Mina Arafat, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, je te donne. Bon, dans ton ensemble, voilà, j'injecte ici. D'accord. Ouais. Juge Bourman. Oui, effectivement, cette subvention a une histoire. L'État a épongé la dette de plus de 5 millions, comme vous l'aviez dit, en 2011. Et la subvention ne date pas. Je pense qu'à l'issue du Conseil des ministres, c'était 400 millions qui avaient été en son temps avancés pour subventionner, pour supporter le surcoût. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires en son temps, non. Mais les réseaux sociaux n'étaient pas emballés comme ça. Voilà. Donc, et c'est ce qui également a justifié que le porte-parole de la délégation de la FAIB qui a rencontré le président Blaise Compaoré en son temps dans la férule pour ou contre l'article 37, mais qui disait qu'officiellement il soutenait la mise en place du Sénat, avait profité également de dire merci au chef de l'État pour non seulement avoir épongé cette dette, mais d'avoir subventionné le surcoût pour les pèlerins burkinabés. Effectivement, il y a une histoire. Donc, les subventions ont évolué jusqu'à ce qu'en 2019, les subventions pour le pèlerinage ont tapé plus de milliards. Vous l'avez dit, et c'est vrai. Plus de milliards en 2019. 2020, il n'y en a pas eu. Peut-être que cela allait être augmenté. Cette année, ça a été revu à la baisse. Personnellement, je fais partie, et je l'assume, de ceux qui disent que pour le pèlerinage, on n'a pas forcément besoin de subventionner parce que c'est une démarche personnelle. Ça, c'est moi, ma conviction. Maintenant qu'on subventionne pour la mise en place d'un centre de santé, d'une école, qu'on contribue à la prise en charge des enseignants d'une confession religieuse, parce que c'est des enfants du Burkina qui vont aller faire l'école dans de bonnes conditions, sincèrement, moi j'applaudis cela. Ça, c'est de l'ordre du social. Je suis allé même jusqu'à dire que pour la construction des édifices religieux, en fonction de la dimension qui va rassembler des filles et des fils du Burkina dans une, comment on appelle ça, dans une mosquée ou dans un temple, pour prêcher des valeurs cardinales qui transcendent toute religion, que l'État accorde un appui, je n'ai pas aussi de problème avec. Ça, c'est moi qui le dis. Effectivement, vous avez expliqué comment est-ce que les pèlerins bénéficient de cette subvention. Ou même, nous sommes allés loin même, à payer des frais d'émission pour certains, pour aller au pèlerinage. Ça a été révélé également. Mais est-ce qu'il y a une traçabilité de la gestion de la subvention? C'est la question que je pose. Les autres, c'était en commentaire, mais je pose une question. Voilà. Les autres, étaient en commentaire, merci. Mais en tout cas, votre appréciation, nous la respectons et nous pensons qu'elle est légitime. Et vous n'êtes pas le seul, surtout en lien avec l'orientation de la subvention. Ça, c'est tout à fait justifié, ce que vous dites. Et on a aussi écouté beaucoup qui l'ont dit. Nous avons dit à un moment donné que on s'explique, mais on prend également en compte tout ce qui sera dit dans le sens de voir pour construire mieux. Il s'agit de partir de l'existant et puis voir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer. La question précise de la traçabilité. Oui, alors, si on prend l'exemple de la subvention de 2022 qui est de 800 millions, lorsque nous reversons ça sur les frais de restauration Médine Mecque, et automatiquement on soustrait ça de ce que le pèlerin devait payer. Bon, je ne sais pas quelle autre forme de traçabilité, puisque c'est payé, et c'est déjà payé à qui de droit, ça va être transféré à qui de droit. Maintenant, la traçabilité sera peut-être l'ensemble des coûts. Bon, Madame Sango, vous voyez un peu la question? Allez-y si vous avez des... Non, c'est ce que vous avez, traçabilité. Dès lors qu'il est transféré, il n'est pas mis dans le compte de qui, mais le compte du comité qui est l'État. Et on a dit qu'on loge ça dans la Moissassa. La Moissassa, si on ne paye pas la Moissassa, on n'a même pas de visa pour le pèlerinage.
Pour avoir le visa, les pèlerins actuellement, là, c'est le visa qui nous ont. Pour avoir le visa, toutes les prestations saoudiennes doivent être payées en ligne avant que le visa du pèlerin sorte. Ça, c'est déjà une preuve. C'est pour ça qu'on dit, quand nous le mettons dans le Mouassassa, au moins on est sûr que là-bas, ça serait payé. Madame, expliquez le Mouassassa à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Le Mouassassa, c'est l'ensemble des différentes prestations en Arabie Saoudite, comme j'avais dit précédemment. Il y a le volet transport interne. Il y a la restauration Mina Arafat et bien d'autres services en Mouassassa, ça veut dire que c'est le nom des prestataires saoudiens qui interviennent dans ce volet-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est les services qu'ils nous rendent à l'interne en Arabie Saoudite. C'est ça qui est l'ensemble de ces services-là qui est géré par la Mouassassa. Et donc les 3 millions et quelques que le pèlerin paye, si on ne fait pas la subvention des 800 millions que vous accordez, ça veut dire quoi? Que le pèlerin aurait à payer 3 millions 200 et quelques mille, ou en gros 3 millions 300 000 francs CFA. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, en fait, madame, si vous permettez, en fait, lorsqu'on applique la subvention, je reviens peut-être pour dire que quand vous parlez de Mouassassa, l'ensemble de tout cela, ça s'appelle prestation saoudienne. Et dans ça, il y a le visa. Il y a le Mouassassa qui est effectivement le système de restauration Mecque-Médine. Il y a le transport interurbain. Il y a l'assurance maladie. Et tout ça là, ça s'élève à 1 268 350. C'est ça, je vous dis, quelque chose en 2019 et avant qui s'élevait à 200 000, c'est ça qui est devenu comme ça. Ça veut dire qu'on est passé de 5% de TVA à 15%. C'est fort, c'est fort. Alors, c'est ça qui, justement, alors, la question c'était la subvention. Voilà. Est-ce que le coût c'est ça? Donc du coup, ce coût est réduit. Mais ça ne veut pas dire que si l'État n'avait pas subventionné, les pèlerins ne vont pas aller. Moi, là où je voudrais vraiment que... Non, ce n'est pas ça la question. Okay, la question c'est, si l'État n'avait pas subventionné, ça veut dire que chaque pèlerin allait avoir à payer cette année 3 300 000 en gros. 3 543 000, c'est ça, madame? Oui. Par rapport à sa question, on revient, ils allaient payer, et comme on appelle, 3 257 000 francs. Voilà, 257 000, puisque c'est moins 217 000 francs. Voilà, sur 247 000, on a 300 en gros. Maintenant, au départ, même, actuellement, on a peut-être un souci. Bon. Au départ, le montant communiqué était autour de 3 500 et quelques. 543. D'accord. Cette année, le problème de 2012 qu'on avait évoqué, parce que cette année, il y a la restauration Mina à chose, comme on appelle, Médine Mecque, qui tend à être obligatoire. Donc c'est quoi? Nous, on avait dit aux agences de voyage, comme ils disent maintenant, ce serait obligatoire, combien... Les 25 jours, en dehors de ceux de Mina Arafat, combien peut coûter la restauration de ces 25 jours? Ils avaient estimé ça à 50 rials par jour. Donc, quand tu multiplies, on convertit, ça nous revient à 258 750 francs. Donc, à un moment donné, vu le coût élevé, et d'autres, ceux qui sont partis à la mission disent, c'est tantôt, on a dit tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Donc, on est d'abord sur tantôt obligatoire, tantôt facultatif. Au cas, dans notre communiqué que nous avons adressé à l'intérieur, on dit au cas où ça serait obligatoire. Parce que si on ne paye pas ça, on n'aura pas de visa. Et le visa, ce n'est pas pèlerin. Donc, au cas où ça serait obligatoire, chaque pèlerin devrait verser auprès de son agence où il s'inscrit cette somme-là avant de partir. Donc, le coût du Hajj, qui est de 347 000 francs, 3 47 000 francs, pourrait être à la hausse si toutefois la restauration Médine Mecque serait obligatoire. D'accord. Peut-être une dernière question sur ce chapitre avant de refermer les portes de cette émission. Il y a la question du transport. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du transporteur officiel pour les pèlerins est réglée? Monsieur Sawado? Oui. La question du transporteur est réglée. Après, naturellement, plusieurs pourparlers, plusieurs tractations pour chercher l'option qui garantirait le maximum de bien-être pour nos pèlerins. Donc, la réponse, je dis oui. D'accord.
Messieurs les juges, vous avez chacun 1 minute pour donner soit un commentaire ou une dernière question. On va commencer avec le juge Ouedraogo. Cette question, c'est qu'est-ce que l'État burkinabé gagne finalement, en dehors du fait que l'État accompagne au nom du fait que c'est deux pays qui contractent. Qu'est-ce que l'État burkinabé gagne aussi en termes de coûts? Parce qu'on sait qu'il y a des visas qui sont payés et les passeports, 90% de ceux qui vont à la Mecque n'ont pas de passeport. Qu'est-ce que l'État gagne en plus de ces choses-là en termes d'impôts, etc., etc. Est-ce que l'État burkinabé gagne quelque chose? Alors, je dirais, à notre connaissance, non. Si vous voyez gain en termes de gain matériel, gain financier, quelque chose qui est un retour après investissement, je dirais non. Mais par contre, si on voit ce que l'État gagne, comme j'allais dire la satisfaction d'avoir eu une oreille attentive à une sollicitation de sa communauté, d'une partie de sa communauté, et qui pourrait s'appliquer à toutes les communautés qui introduiraient comment on appelle ça, des doléances dans ce sens. Bon, ça, c'est une forme de satisfaction. L'autre aspect aussi, c'est que lorsqu'on regarde, c'est vrai, je reviens à la situation nationale que nous vivons, tout ce que nous connaissons. Même sans être allé au pèlerinage à Rome, en Israël, donc à Jérusalem, ou ailleurs, ou à la Mecque, nous organisons aussi des prières pour accompagner nos forces de défense et de sécurité et VDP naturellement et nos populations qui subissent la dure loi des terroristes. D'accord. Ça veut dire que même ailleurs, donc ces prières-là, quel que soit là où nous pensons que ce sont des prières qui vont être également faites à notre intention de nos pays. Bon, donc, voilà ce que je peux dire comme réponse. Juge Bourma. Merci, Président. Moi, je n'ai pas de commentaire en ce qui concerne l'émission. J'ai plus de questions. Mon seul commentaire, c'est vous. C'est chargé d'émotion. Je suis désolé. Excusez-moi, vous n'avez pas voulu. Mais c'est l'ADER avec nous, en tant que président du tribunal de l'actualité. Je vous ai félicité ici publiquement lors de votre mariage. Je me sens le devoir de vous dire également avec un pincement au cœur. Belle aventure. Merci, juge Bourma. C'est aussi. Si vous autorisez, oui. Parce qu'on aurait très rapidement. Voilà, très rapidement. On aurait pu commencer au départ, mais on ne peut pas venir devant vous sans le dire. Nous avons une pensée pieuse. On aurait dû le faire depuis le début, mais il y avait pour mieux faire une pensée pieuse à l'endroit des forces de défense et de sécurité, des VDP, des populations qui, en tout cas, tombent sous le coup des attaques terroristes. Notre souhait, que la terre du Burkina leur soit légère, prompt rétablissement aux blessés. Et sincères condoléances aux familles éplorées. On ne peut pas ne pas le dire parce que c'est une préoccupation pour tous. C'est tout ça là qui fait que nous pensons que toutes les initiatives qui peuvent nous accompagner à sortir de ce bourbier sont bonnes. Merci. Mamadou Sawadogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de suivi des pèlerinages religieux. À vos côtés, on a eu également Karidjata Sango Ouedraogo, chef de département de suivi de l'organisation du Hajj. On a parlé justement du point de l'organisation du Hajj et des préparatifs Hajj 2022. Merci pour les clés de lecture et les réponses apportées. Merci, messieurs les juges, pour en tout cas les clés de lecture et les questions apportées lors de cette convocation. Juge Bourma l'a dit, c'est la dernière émission pour ma part. C'est une occasion pour moi de vous dire merci pour l'accompagnement et votre fidélité. Le prochain rendez-vous pour le tribunal de l'actualité, c'est lundi. En attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM. Merci à vous également et bon vent à vous pour la suite. Merci beaucoup.